Bonjour à tous, encore ici très nombreux présents avec nous. Cet après-midi, les entrepreneurs s'enchaînent sur la grande scène de Mogador pour nous partager leurs expériences, leurs projets, leurs ambitions. Nous ouvrons donc ensemble la troisième séquence de MoveGX Talks avec un sujet très actuel, l'impact. Et pour en discuter et m'accompagner pendant ces 45 prochaines minutes, j'accueille sur scène et sous vos applaudissements Diane Skemama qui est avec nous, cofondatrice de DreamAct, et Louis Debouzy qui est également avec nous, fondateur d'Amabilis. Bonjour à vous deux. Je commence avec toi, Diane. Tu es donc, je le disais, la fondatrice de DreamAct. Tu as été lauréate du prix 100 jours pour entreprendre en 2015, associée à Claire Chouraki. Lorsque tu es arrivée au MoveJ, DreamAct était encore un projet. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où vous en êtes? C'est plus un projet, c'est une entreprise. Bah oui, c'est plus un projet, c'est une entreprise. Je ne suis plus jeune, je suis vieille. Il s'est passé beaucoup de choses. DreamAct, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est une bonne vingtaine de collaborateurs aujourd'hui et notre métier, c'est d'aller dénicher des petits ateliers, des marques engagées qui bataillent toutes dans leur coin pour recréer des savoir-faire locaux, utiliser des matières existantes et non des matières neuves pour fabriquer des produits et qui, tout éparpillé, manque de visibilité et de distributeurs. Et donc DreamAct agit comme le distributeur de toutes ces marques engagées auprès des particuliers et des entreprises. Aujourd'hui, l'impact, ça paraît être une évidence. On voit pléthore de projets se lancer avec évidemment ces préoccupations-là. Ce que je trouve toujours intéressant, c'est de montrer toutes les murs qu'il a fallu gravir, franchir, casser, par lesquels sont passés les entrepreneurs quelques années après. Qu'est-ce que vous avez dû craquer, repenser, contre quoi vous avez dû vous battre et que finalement vous avez réussi? C'est vrai qu'on a souvent des modèles économiques qui sont peut-être un peu moins évidents. Typiquement, moi, dans la distribution engagée, la distribution à impact, ça nécessite déjà du temps humain nécessaire à vérifier l'impact de ce qu'on distribue. Voilà, donc c'est entre guillemets des charges fixes qu'il faut ensuite aller rentabiliser, et puis des marges plus faibles que dans la distribution classique. Peut-être des temps un peu plus longs d'accès à la rentabilité, mais il y a des choses, voilà, en effet, à craquer. Typiquement, on a développé cette clientèle pro pour pouvoir aussi aller chercher un volume plus conséquent sans avoir à faire des levées de fonds de plusieurs millions auprès de fonds classiques. On a fait des levées de fonds, mais auprès de fonds d'impact. Voilà, c'est vrai qu'il y a toujours des petites choses à disrupter, mais je dirais que l'entrepreneuriat impact permet aussi, souvent c'est des projets qui nous tiennent à cœur, dont on est nos premiers clients bénéficiaires. Et donc ça permet d'aller chercher des ambassadeurs aussi, j'imagine. Exactement. Ouais. Et la niaque aussi, je dirais, de franchir ces portes qui se présentent. Au moment où tu remportes ce prix, est-ce que tu as ressenti un avant-après ? Oui, et notamment parce qu'à cette époque, mon associé et moi, on était toutes les deux, on finissait nos études, mais en gros, on avait accepté des postes en CDI, voilà, classiques d'après les écoles. Et on a, après ce prix, démissionné. Et on s'est lancé dans le grand bain. Voilà. Il y a un conseil que tu auras envie de partager avec tous ceux qui se lancent dans l'impact? Peut-être, moi, ce que j'aime bien toujours donner comme conseil, c'est ne pas trop se comparer à ce qui existe et ne pas trop écouter les conseils, parce que sinon, on pourrait juste abandonner parfois. On n'écoute pas les conseils, sauf celui-là, de ne pas les écouter. Merci à toi. Je vous propose de donner la parole à Louis. Donc bonjour Louis. Tu t'es lancé toi dans l'entrepreneuriat à partir d'un besoin personnel non satisfait, comme beaucoup d'entrepreneurs, et tu as fait grandir Amabilis jusqu'à revendre l'entreprise. Est-ce que tu peux nous retracer ton parcours en quelques mots? Oui, tout à fait. Super, t'es équipé. Moi, j'ai créé du coup Amabilis en 2015. Donc moi, je suis en fauteuil roulant depuis une dizaine d'années et en fait, j'arrivais pas à trouver de personnes fiables, compétentes qui puissent m'accompagner au quotidien. Et donc, j'ai pris la décision de créer cette structure-là. Donc en 2015, donc il y a 8 ans.
On était à la fin, je dis à la fin, ce qu'on a vendu. J'ai vendu du coup il y a un peu moins d'1 an un concurrent qui nous a absorbés. C'est une super aventure. On était 250 collaborateurs à la fin. Et je crois qu'on a réussi à apporter quelque chose de nouveau dans le secteur. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on arrête un peu avec l'approche très pathos qu'il y avait dans ce secteur-là. Ce que je voulais, c'était vraiment qu'on ait une approche en fait commerciale et professionnelle, que les collaborateurs intervenants arrivent à l'heure, que les gens soient polis, que l'agence respecte les intervenants qui travaillaient pour elle. Et donc, on a essayé Ce qui paraît une évidence, mais qui n'est pas toujours le cas quand on parle des services à la personne au sens même très large. Ouais. Absolument, c'est pas toujours le cas. Et donc, on a essayé de... Alors, nous, on s'est spécialisé dans la grande dépendance, donc dans la prise en charge de la grande dépendance. Et donc, on a essayé de créer vraiment quelque chose, je crois, de fort, aussi bien pour nos clients que pour nos collaborateurs qui nous ont rejoints. C'est très important aussi pour moi d'intégrer dans le projet les intervenants qui, en règle générale, sont un peu quantité négligeable. Enfin, on considère que c'est des pions qu'on balance à droite à gauche et puis ça va bien. C'est à quoi les intégrer? Déjà, on va faire comprendre qu'on travaille ensemble pour le client et qu'il n'y a pas le client d'un côté et l'agence de l'autre. Et donc, déjà, on les appelait des collaborateurs, ce qui était assez inédit. Moi, avant de créer cette boîte-là, j'étais client de ces associations, de ces entreprises, etc. Donc, j'ai vu un peu, en tant que client, comment ça se passait. Et donc, j'ai vu qu'il y avait... à la fois pour le client et pour tous ceux qui viennent accompagner la grande dépendance. Exactement. Exactement. Tu le disais, vous avez revendu l'entreprise il y a 1 an. C'est quand même souvent pour beaucoup des montagnes russes émotionnelles. Déjà la vie de l'entrepreneur en général et ce moment de la session en particulier. Est-ce qu'il y a une anecdote qui te revient et que tu aimerais partager? Une anecdote liée à toute cette phase de négociation jusqu'à la session. En fait, c'est tellement... Tu posais la question tout à l'heure de quel conseil on pourrait avoir, donner en tout cas à quelqu'un qui se lance, que ce soit dans l'impact ou pas. À partir du moment où on se lance, je pense, dans un projet entrepreneurial quel qu'il soit, que ce soit créer un événement, un anniversaire, une entreprise, je pense qu'il faut être à la fois passionné et déterminé. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu parles de ton projet, il faut que ton regard s'anime. Il faut que tu deviennes instantanément vif, que tu transmettes cette passion aux autres. Et ensuite, je pense qu'il faut être déterminé. C'est-à-dire qu'il faut être déterminé à réussir, il faut être déterminé à être le meilleur, il faut être déterminé, à se dire, OK, c'est ça mon objectif et j'y arriverai coûte que coûte. Donc, je ne sais pas si j'ai une anecdote, mais en particulier pour illustrer ces montagnes russes. Mais oui, ce que je peux te dire, c'est que ce qui était drôle, c'était de se dire, en fait, j'ai commencé dans mon salon avec mes petits flares, mes petites mains. Et en fait, c'est dans ce même salon que j'ai signé la vente avec 250 collaborateurs et beaucoup d'émotions. Parce que quand on vend, en fait, on se rend compte que il y a l'argent, il y a l'accomplissement psychologique de se dire « Ok, j'ai accompli ça ». Mais on se rend compte que c'est, surtout dans mon cas, où cette entreprise, c'était quelque chose que je portais, qui était intimement lié de façon viscérale à mon expérience de vie. Je me suis dit « Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait une connerie ?» de céder, oui. C'est ça. C'est ma toute dernière question et après vous resterez tous les deux avec nous pour interroger les lauréats. Mais c'est vrai que souvent quand on revend, on ne reste pas de vitam aeternam dans la boîte qu'on a revendue. Est-ce que tu as déjà le prochain projet en tête? Il y en a plusieurs, mais c'est pas si évident que ça que de se relancer. Mais donc il y en a plusieurs. Bon, on en reparlera alors. Merci à toi. On peut vous applaudir tous les deux. Vous restez avec moi pour accueillir, si vous le voulez bien, Louise Douillet, cofondatrice de la biscuiterie Andy Gaspi. On l'accueille. Et bienvenue sur la scène de Mogador.
Louise, tu es arrivée parmi les 5 finalistes sur 192 candidats entrepreneurs de cette édition et ton associé Alix a pitché devant le jury le 20 avril dernier. Vous êtes lancé en mai 2021 à Nantes, dans le Pays de la Loire. La biscuiterie Andy Gaspi, c'est la fabrication de biscuits à base de produits invendus comme le pain au sein d'ESAT. Je te propose de m'en dire plus, de nous en dire plus sur cette entreprise. Avec plaisir. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis Louise, une des 3 drôles de dames de la biscuiterie. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est croquer les codes de l'industrie agroalimentaire pour créer des schémas plus vertueux, plus solidaires et plus circulaires. Et pourquoi ? Parce que les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus touchées par le chômage que la moyenne nationale, comme vous devez sûrement le savoir. Et parce qu'on gaspille encore 10 millions de tonnes d'aliments par an en France, dont 50 000 tonnes de pain vendus dans les boulangeries chaque année. Et donc en fait, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc on a créé la biscuiterie Andy Gaspi. Andy parce que tout est fait en ESAT, donc les établissements et services d'aide par le travail, par des personnes en situation de handicap mental et psychique, qui font la fabrication, le conditionnement, la logistique autour de l'ESAT. Et anti-gaspi parce qu'on récupère les invendus de pain bio locaux qu'on broie et qu'on intègre à la pâte à biscuits. Et donc on a créé le petit biscuit Quignon, c'est le petit biscuit qui a tout bon, il est bon pour vos papilles, bon pour la planète et bon pour la santé. Pas la santé, qu'est-ce que je raconte ? Pour la société. Bon, pour la santé, il est bon aussi, mais... Est-ce que vous avez une première question pour Louise ? Diane ? Alors la première déjà, on va parler du produit. Il y a une saveur pour le moment ? Alors non, on a une gamme de 8 références maintenant. On a commencé avec 5 recettes sucrées. Et là, on vient de lancer 3 recettes salées. Et pour les recettes salées, on veut aller plus loin dans l'aventure. Donc, on ne met pas seulement des invendus de pain, on met aussi des drèches de bière. Donc, c'est les céréales de brasserie qui restent après le brassage de la bière. Et donc, notre idée, c'est toujours d'augmenter le taux de coproduits qu'on peut mettre dans nos biscuits. Et alors, vous êtes distribué où et depuis quand ? Alors, on est distribué dans les magasins bio, sous la marque Quignon. On a commencé l'aventure en avril 2021 et on a commencé à commercialiser en octobre 2021. Et là, c'est déjà 600 points de vente qui nous revendent sur toute la France, donc c'est extraordinaire. Et notre idée, en fait, pour le moment, c'est de vendre sur toute la France, mais demain, on aimerait vraiment relocaliser la distribution autour de la biscuiterie pour se dire qu'on récupère localement les invendus, on transforme localement et on revend le plus localement possible. Et pour ça, on va impliquer les acteurs de la grande distribution. On va récupérer leurs propres invendus de pain, les transformer à l'ESAT et revendre dans les magasins pour faire une économie circulaire à l'échelle d'un magasin. Une question peut-être toute bête, mais l'intérêt de ceux qui vous fournissent en invendus, c'est d'en avoir le moins possible et donc d'adapter constamment leur stock. Comment vous faites quand demain ils arrivent à mieux gérer justement ce sujet de déchets et d'invendus ? Alors, ce serait extraordinaire qu'ils arrivent à Ça bien gérer. Moi, je serais ravie. Malheureusement, en fait, il y a énormément d'invendus. C'est comme ça. Sinon, ils n'auraient pas assez de produits en fin de journée. Donc, les boulangers ne veulent pas prendre ce risque. Et ils ne veulent pas vendre du pain rassis parce qu'on veut tous du pain frais et bien croustillant. Et, voilà. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on travaille aussi avec des industries agroalimentaires qui, elles, ont de fait, par leur process, des pertes et qui ne savent pas quoi en faire, quoi. Et pour vous donner une idée, sur Nantes, on a une grosse association qui revalorise du pain pour l'alimentation animale. Ils revalorisent plus de 1000 tonnes par an. Et nous, en fait, avec notre biscuiterie, au maximum de ses capacités, elle fera 30 tonnes par an. Donc, en fait, on est une goutte d'eau dans le schéma de la revalorisation des invendus. Donc, on peut y aller, quoi. Oui. Oui, je me demandais justement comment tu fais pour aller chercher ces industriels, ces boulangeries. Est-ce que tu cibles plutôt certains types de boulangeries, justement, ou pas ? Alors au début, pas du tout. On a fait le tour de toutes les petites boulangeries. Mais en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que d'aller chercher à chaque point de collecte, ça n'a pas forcément un sens écologique parce qu'on va aller chercher 3 kilos à chaque fois. Donc là, on travaille avec un boulanger qui a 2 fournils sur la région nantaise. Il nous centralise tout en un seul point et nous, comme ça, on va chercher ces invendus de pain et les ramène à la biscuiterie. Et avec un industriel du pain bio. Donc après, voilà, en effet, on prend tout ce qui est bio comme pain. Donc ça, c'est un critère de sélection. D'accord. C'est que bio ? Pour le moment, on n'est que bio, ouais. Ok, d'accord. On veut pas prendre le risque de mélanger le bio et le non bio dans les ZAT pour le moment. Oui, parce que j'ai lu qu'il y a quand même beaucoup de pains qui avaient des valeurs nutritionnelles quasi égales à 0. Et du coup, il y a une vraie gageure d'être capable de proposer un produit avec des réelles valeurs nutritionnelles.
C'est pas le pain qui va apporter la valeur nutritionnelle, en effet, mais on a tout ce qui fait un bon biscuit, donc on a toujours du beurre, du sucre, des œufs, de la farine, donc ça va apporter voilà, ce qui fait un bon biscuit. Et alors, est-ce que vous êtes rentable à date? Alors non, on est en train, normalement on devrait atteindre la rentabilité cette année. C'est pour ça, enfin voilà, là on a commencé à se lancer, c'est pour ça aussi qu'on veut se lancer avec les grandes surfaces, parce qu'on va pouvoir vraiment augmenter notre productivité, enfin pas notre productivité, mais notre réseau de distribution. Et puis on est dans les trains à partir de la semaine prochaine, dans tous les trains de France. Donc n'hésitez pas à aller au wagon-bar acheter les petits quignons. Après Michel Augustin, quignons dans on va les détrôner. Bien joué. Bravo. Voilà. Prochaine étape après les trains? Partout, on va être partout en France. Nous, notre objectif, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de relocaliser les circuits de distribution. Et donc, on aimerait essaimer sur le territoire. Et pour nous, c'est facile parce que des ESAT, il y en a partout. Les ESAT, ils recherchent vraiment des activités pérennes pour les travailleurs en situation de handicap. Et les invendus de pain, il y en a partout. Donc, en fait, si on arrive à prouver qu'on est viable économiquement sur Nantes cette année, et l'année prochaine, déjà, on pourra lancer une deuxième unité sur la France. Et après, l'idée, c'est d'avoir plein d'unités partout sur le territoire qui revalorisent un maximum d'invendus. Je ne connais pas toutes les prochaines étapes pour Quignon, mais je connais notre prochaine étape commune à tous. C'est évidemment le Grand Prix ce soir. Merci à toi. Merci à vous. Et je vous propose, peut-être Louis, d'annoncer le prochain intervenant. Alors, le prochain intervenant... Romain Elinck, cofondateur de... Romain Elinck, de Blue Sense. Il est déjà là. Je savais que tu allais intervenir. Bonjour. Bienvenue à toi. En quelques mots, tu veux nous présenter Romain? Oui, merci de m'accueillir ici. Ouais. Très bien prononcé mon nom de famille et l'entreprise Blue Sense, donc merci beaucoup. Donc, je sais pas, je vois pas tout le monde, mais je vais quand même tenter l'expérience. Je veux juste poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu « J'ai mal au ventre, c'est à cause de mes règles, c'est horrible ». Est-ce que vous pouvez lever la main? Donc si on est si nombreux, donc je vois pas vraiment, mais si on est si nombreux à avoir levé la main, c'est parce qu'on estime que 10 millions de femmes souffrent de leurs règles lors de leur cycle menstruel. Et c'est la principale cause d'absentéisme au travail et à l'école chez la jeune femme. C'est pourquoi il faut trouver des solutions pour soulager les douleurs. Il en existe beaucoup. On est allé faire des études terrain. Donc les plus utilisés sont les médicaments ainsi que l'aromathérapie avec la chaleur. Mais en parallèle, il y a une certaine méfiance et une certaine lassitude qui est en train de monter envers ces médicaments. C'est pourquoi il faudrait trouver une solution plus naturelle et plus efficace. Il y a aussi des nouvelles solutions, des nouvelles alternatives comme l'électrostimulation ou les patchs chauffants qui peuvent venir soulager ces douleurs. Mais c'est une solution à venir se procurer en plus des protections périodiques. Donc il n'existe pas une unique solution pour venir soulager les douleurs. Et c'est pourquoi Blue Sense a été, pas encore créé, mais qui va être créé pour créer notre solution, notre concept 3 en 1, qui serait une culotte menstruelle ultra absorbante pour tout type de flux, avec une poche qui viendrait accueillir notre patch diffuseur de chaleur et d'huile essentielle. Et c'est cette association qui viendrait réduire les douleurs menstruelles grâce à la synergie des huiles essentielles et de la chaleur. Louis a une question, je crois. Et alors, Romain, vous avez prévu de lancer en septembre de cette année. C'est bien ça. Vous êtes 4 associés aujourd'hui. C'est bien ça. Là, je suis le seul associé qui représente... Je suis le seul homme, c'est bien ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure? Alors, ce qui m'a poussé à me lancer dans cette aventure, c'est à la base un projet étudiant dans mon école, école de biologie industrielle, qui est majoritairement constituée de filles, 80% de filles dans cette école. C'est un projet qui part du thème sciences au service des populations. Donc, le groupe étant constitué de base de 14 étudiants, majoritairement de filles, la problématique a vite été soulevée, même au sein du groupe, des douleurs menstruelles. Est-ce qu'il y a un moyen pour nous, en tant qu'hommes, de ressentir, tu vois, justement ces douleurs J'ai déjà entendu certains moyens de ressentir ces douleurs, mais je
même moi On se rend personnellement, j'ai jamais ressenti ces douleurs et je pourrais jamais les ressentir. Je pourrais jamais non plus concrètement ressentir ces douleurs et me projeter sur l'intensité et le désagrément qu'elles peuvent apporter. Mais moi, j'ai besoin de me sentir utile pour la société et c'est pourquoi j'ai décidé de m'engager dans cette cause et de me lancer dans l'entrepreneuriat avec mes 3 associés qui se lancent avec moi dans cette aventure. Il y a quelque chose que tu peux vivre, c'est d'accoucher de ce projet. Il a fallu quoi pour y arriver ? Beaucoup de motivation et surtout de communication parce que ce projet a failli mourir juste après en fait le concours auquel on a participé en fait je dirais l'évaluation après ce projet. Il a fallu qu'on se retrouve à 4 et se dire concrètement on peut pas laisser ce projet passer, on se doit de reprendre ce projet et aujourd'hui on est 4 étudiants, entrepreneurs, ingénieurs, alternants, donc aussi dans des entreprises qui peuvent aussi nous proposer des CDI. Donc ça me faisait vraiment penser, on est vraiment dans ce cas-là en ce moment, mais on trouve le temps. Donc pendant nos week-ends, pendant les trajets vers le travail, sur nos pauses déj même pour travailler, continuer d'avancer sur ce projet. Au départ, vous avez ce projet qui est un projet étudiant pour un concours. À quel moment vous validez que cette solution, cette manière de penser le produit, c'est ce qui va permettre de résoudre le problème des règles douloureuses pour les femmes ? Alors, dans la justification de tous nos choix d'étudiants, on est quand même bien suivi. On a été bien suivi pour ce projet. On était avec des tuteurs, on a eu deux pré-jurys, un grand jury en pitchant sur la scène du MEDEF. Ce qui vient vraiment justifier nos choix, c'est surtout des études scientifiques qui prouvent que nos huiles les huiles que nous avons choisies sont efficaces et qu'il y a des réels effets antispasmodiques. Pareil pour les études sur l'aromathérapie. Donc je partirai plus sur les études qui viennent vraiment justifier nos choix et ce qui viendrait les justifier encore plus serait les tests qu'on pourrait faire directement sur les consommatrices. Et les retours des clientes. Exactement. Diane, une dernière question ? Oui, d'ailleurs, à ce propos, du coup, donc là, vous avez un prototype entre les mains ? C'est bien ça, un prototype de la culotte de la poche. Et le patch est en train d'être formulé. On a déjà une partie qui est formulée sur les huiles essentielles. Maintenant, il faut créer nous-mêmes la réaction de chaleur qui va prendre en fait un peu plus de temps. Et on espère du coup d'ici la fin de l'été qu'elle soit prête. Donc prochaine étape, ça va être brevetage de cette solution. C'est ça. En même temps, on est suivi par l'INPI en ce moment pour breveter cette technologie. Ok, et donc sortie, commercialisation via quoi ? Une plateforme de crowdfunding pour le lancer au début ou... On aimerait bien de lancer une campagne de crowdfunding directement en septembre, postuler pour plusieurs offres gouvernementales et régionales et aussi se faire aider de la communauté, de notre entourage qu'on peut avoir déjà aujourd'hui. Merci. Oui, et avec la loi sur les congés menstruels, il peut y avoir aussi peut-être une OP à faire. C'est vraiment d'actualité, exactement. Diane, je te laisse nous annoncer le prochain intervenant. Merci à toi. Alors, selon mes antisèches, c'est Gaëtan Yeshoer de Race & Lock. Désolée pour la prononciation de ton nom de famille. Alors toi, tu es également arrivé parmi l'un des 10 finalistes de ta catégorie. Bravo. C'est un projet familial, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous dire où tu en es et comment tu as fait pour embarquer la famille avec toi ? Bien sûr. Alors c'est une idée que j'ai eue avec mon père en fait il y a 2 ans. On est parti du constat que les cadenas en U d'un vélo sont difficiles à fixer. On ne sait jamais trop où le mettre, sur le cadre, dans le sac à dos. Je me suis même fait voler 3 vélos, donc j'ai été contraint d'utiliser un cadenas en U. Et c'est de cette problématique qu'on a pensé en fait un cadenas à l'avant du guidon. On s'est inspiré de la pratique du triathlon.
où on va en fait avoir un prolongateur de vélo. Donc on remplace en fait le prolongateur par le cadenas. Donc c'est un peu une idée nouvelle qu'on a prototypée pendant 2 ans, pendant mes études d'ingénieur, au fond de notre garage avec mon père. Je suis navré, je ne sais pas si je suis le seul à pas bien m'y connaître en vélo, mais c'est quoi le prolongateur? Alors, un cadenas, je vois bien. Tu peux nous projeter ce que c'est et à quel endroit ça se place? C'est sur le guidon, en fait, on va venir prolonger avec des tiges le guidon pour venir chercher une nouvelle position sur le vélo, qui sera beaucoup plus élancé et vers l'avant. Voilà. Tu sais, quand on les voit se baisser. C'est ça. Ok. Et donc un cadenas 3 en 1, 3 usages. C'est ça, 3 usages. Le premier usage, c'est l'usage sécuritaire. Le deuxième, c'est l'usage de prolongateur, donc une position sportive sur le vélo. Et le dernier, c'est un porte-bagages. On vient créer en fait une nouvelle surface fonctionnelle sur le vélo, donc une nouvelle surface plate. On va pouvoir mettre un porte-bagages, son téléphone, un filet de course, beaucoup d'objets. Aujourd'hui, ça représente quoi le marché de l'accessoire pour vélo en termes de chiffre d'affaires? En termes de chiffre d'affaires, je ne sais pas, mais en ce moment, avec l'essor de la mobilité douce et du vélo, on a beaucoup de plans qui ressortent. Et en fait, il y a beaucoup de cadenas, beaucoup de personnes qui ne savent pas comment fixer leur cadenas. C'est un problème qu'on voit souvent. Et quand on expose notre idée aux personnes, ça fait un déclic. Pourquoi on n'est pas passé avant? C'est génial. Et ça accroche tout de suite. C'est compatible avec tout vélo. Tu peux mettre ça n'importe où? Tout vélo, oui. Donc on va venir s'accrocher au guidon du vélo. Donc c'est des accroches standards. Par contre, les cadenas, on va avoir un diamètre différent en fonction du cadenas. Ce n'est pas des diamètres standards. Donc on va avoir une adaptation à faire pour ces cadenas. Et alors aujourd'hui, vous avez conçu le premier prototype dans le garage avec ton père. Ça en est où aujourd'hui ce produit-là? Est-ce que c'est prêt à être distribué? Et est-ce que tu saurais nous dire à quel prix ça sort pour le consommateur? Bien sûr. Donc là, on a un premier MVP dont on est fier et qu'on a vendu déjà en 50 exemplaires. On était au Parc Floral hier, il est parti en 20 exemplaires hier pour le stand de Vélo in Paris. Et donc, on veut le commercialiser en petit magasin parce qu'en fait, on a une petite difficulté, c'est que le produit est dur à comprendre. Si on va le lâcher en grande surface, le consommateur ne va pas forcément comprendre à quoi il sert en fait, parce que nous, on se place juste sur la fixation du cadenas. Il faut savoir que les constructeurs ont déjà une fixation dédiée pour leur cadenas, donc il faut en fait expliquer bien à quoi le produit sert. Donc nous, on va plutôt essayer de chercher des réseaux de petits magasins de vélo pour avoir un commerçant qui peut expliquer justement le produit à ses consommateurs. Pardon, merci d'avoir baissé pendant que je toussais. Le fait de monter ça en famille avec son père, est-ce que c'est des négos particulières? Est-ce qu'on fait la séparation entre les discussions d'associés et les discussions autour du repas de famille? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'allier les deux. En particulier pour ma mère, c'est un peu quand on parle beaucoup de ça, des fois il faut un peu faire la part des choses entre le cadenas et la vie. Mais non, ça ne prend pas tant de temps que ça parce que c'est un projet qui est vraiment au tout début de sa phase de développement. Ouais, pardon. C'est un projet en tout début de sa phase de développement. Donc je vais, après mes études d'ingénieur qui vont finir en juin, je vais me concentrer à fond sur ce projet. Au départ, ce projet, c'est un désir d'ingénieur de trouver une solution très concrète à 3 besoins très différents, ou c'est une volonté d'entrepreneur de lancer un projet avec un produit évidemment qui répond bien à des besoins et du coup de porter une boîte le plus haut possible? C'est totalement une envie d'ingénieur, oui. Donc on a bricolé un petit système, en fait je me baladais avec dans les rues de Grenoble et ça accroche, les gens ils adorent et de cet engouement en fait est venu un entrepreneuriat. Et alors pourquoi le papa? Pourquoi le papa? Parce qu'il est bricoleur, il est ingénieur aussi, il a déjà déposé des brevets, donc ça aide beaucoup pour le dépôt de brevets, pour concevoir des prototypes. Oui. Quand on fabrique quelque chose d'industriel comme ça, c'est quoi les enjeux? Parce que c'est pas très à la mode, ce qui est à la mode c'est plutôt les startups SaaS, c'est plutôt la tech. C'est quoi les enjeux que tu rencontres? Les enjeux, il y a des normes pour les cadenas, donc il y a beaucoup de normes au niveau des assurances. Après, chaque constructeur de cadenas va faire sa norme, donc nous on ne veut pas s'improviser constructeur de cadenas au fond de notre garage, c'est bien sûr pas ce qu'on veut faire. Donc on va essayer de prendre les cadenas compatibles avec notre fixation, adapter notre produit au cadenas du marché. Okay. Donc on va s'adapter à ce qui existe, bien sûr. Et aujourd'hui, la production, tu as trouvé une usine pour produire en série la suite?
Pour l'instant, on a un premier produit, oui, dont on a trouvé une usine qui fait l'assemblage du produit entier pour nous. Mais on aimerait se rapprocher plutôt des marques françaises de vélo ou de grosses marques en fait, du cadenas qui est connu du grand public, puisque la marque avec laquelle on travaille n'est pas vraiment connue du grand public. Donc en se rapprochant de ces marques, on va pouvoir construire une fixation vraiment adaptée à un cadenas précis et en fait construire un pack complet. Gaëtan, merci à toi. Merci. À ce soir, du coup, pour découvrir si les cyclistes seront contents de te voir gagnant du prix 100 jours. Super. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Oui, je te propose d'annoncer la prochaine intervenante. On accueille maintenant Léa Séguin pour Hello Waste. Et pendant qu'elle arrive sur une musique endiablée, bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour Léa, bienvenue. Bonjour, merci. Tu es l'une des 10 finalistes de la catégorie porteur de projet. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Je suis allé voir ton site internet qui donne très envie, notamment pour les couleurs très flashy et très Gen Z. Est-ce que tu peux nous parler du sourcing, de comment tu fais pour trouver les déchets? Oui. Et ben en fait, Hello Waste, c'est un atelier de fabrication en fait, d'objets à partir de plastique recyclé. Donc c'est de l'injection et de l'extrusion plastique, c'est des process qui existent dans l'industriel, que nous on a revu à l'échelle artisanale. Et en fait, pour le sourcing, alors Hello Waste c'est un fabricant, mais c'est aussi une marque. Donc quand on fabrique nos produits qu'on vend pour nous, le gisement il va être local. Donc c'est-à-dire que là, on est en partenariat avec des associations qui collectent les bouchons. Nous, on vient leur racheter la matière. Il y a un gros travail qui est effectué sur le tri par couleur de la matière. C'est ce qui vient apporter un peu le côté sexy et moins chiant du recyclé, en tout cas au produit. Et en parallèle, on fait aussi de la fabrication pour les entreprises. En fait, c'est un peu la grosse partie du business model. Je fais beaucoup de B2B et donc en fait, l'entreprise génère des déchets et en général, elle a des besoins de fabrication. Exemple, t'en as plusieurs. J'ai un exemple que j'ai une collaboration en ce moment avec la marque Kevin Murphy. Et voilà, Kevin Murphy, c'est une marque de cosmétiques qui est distribuée en salon de coiffure. Donc en fait, ils ont beaucoup de contenants, donc de shampoings. Et en fait, là, ils ont mis en place dans la partie Ouest France des points de collecte de leurs contenants vides qui sont acheminés jusqu'à mon atelier ensuite. Moi, je m'occupe de la partie broyage et transformation du déchet. Donc je maîtrise la chaîne de production sur la fabrication. Et avec ces déchets-là, on vient fabriquer un peigne. Parce qu'ils avaient un besoin d'éco-concevoir un produit à partir de leurs déchets plastiques. Donc en général, le sourcing en B2B se fait chez le client, dans l'idéal, pas toujours, mais dans l'idéal, et comme ça on pousse un peu le projet jusqu'au bout et on vient répondre à leurs besoins d'éco-conception en relocalisant l'activité en France avec au mieux leurs déchets. Alors je vois bien l'intérêt en plus de fonctionner en direct avec telle ou telle entreprise pour lui proposer un produit fini qu'elle va pouvoir utiliser. Merci beaucoup. Je vais quand même faire ma question avant de boire. Par contre, d'un point de vue organisationnel, de logistique, même j'imagine d'usinage, chaque projet c'est un nouveau défi du coup? Ouais, c'est vraiment du sur-mesure en fait. Le client a une demande, on étudie la demande. Et la seule partie qui va être sous-traitée, c'est la partie conception 3D et usinage du moule, parce que je travaille particulièrement avec l'usinage aluminium. Et là, j'ai pas du tout les capacités ni en conception ni en usinage. Donc effectivement, c'est du sur-mesure à chaque fois. On étudie les possibilités au niveau de la matière, quel type de plastique, et ensuite, voilà, si c'est OK, on lance la partie broyage et la partie injection. Mais il y a toujours des petites surprises. Sinon, c'est pas drôle, mais en général, ça finit bien. Et ton atelier est basé où? À Saint-Brieuc, en Bretagne, Côte d'Armor. Ok, et vous êtes combien dans l'atelier? Je suis seule, en fait je dis on parce que c'est corporate de dire on, mais non, je suis toute seule. J'ai une apprentie quand même avec moi depuis quelques mois sur la partie marketing, donc Camille, qui m'aide pas mal parce que quand je suis en production, j'ai pas forcément la tête ni sur le téléphone ni sur l'ordinateur. Donc voilà, la réactivité, elle m'aide au niveau réactivité et niveau boulot. J'ai vu que tu vendais notamment des peignes. Comment tu fais pour choisir le type de produit que tu vas fabriquer? Eh ben, alors là, c'était plutôt la demande, parce qu'il y a un peu plus d'1 an de ça, en fait, j'étais partie sur la production plutôt de mobilier ou plutôt de matériaux de construction, donc des tasseaux, des lattes, enfin voilà. Et entre-temps, il y a eu une demande d'une marque de cosmétiques, et ensuite la cosmétique appelle la cosmétique. Donc nous, et la marque Hello Waste avait testé le marché avec un peigne qui était un peu un produit, un peu un message, en fait, une façon de toucher des plateformes, des boutiques. On est distribué sur des plateformes. On a fait partie de l'aventure DreamAct.
Et sinon, on distribue sur des plateformes de marketplace telles que Encore Store, Faire, etc. pour atterrir dans les concept stores et ensuite arriver chez le particulier. On fait aussi du B2C, mais vraiment le Paint, c'était au début un message, et en fait, ça a appelé des entreprises qui avaient besoin d'éco-concevoir des produits. Donc là, on s'est repositionné en tant que fabricant, et ensuite Paint, voilà, beaucoup dans ce même domaine. Différents types de Paint. Différents types. La démarche justement en B2C, quand on a sa propre marque, elle n'est pas la même. Et du coup, comment on trouve la cohérence des produits qu'on va développer en tant que marque? Limite que pour un industriel, tu t'adaptes aux besoins et tu dis globalement oui, à condition que ce soit faisable, ça paraît évident, mais pour développer les produits d'une même marque, est-ce que vous avez une vision, un message qui doit être la ligne directrice de tout ce que vous allez développer, ou c'est finalement et je vais faire une question plus courte quand même, mais c'est finalement le principe qui porte la marque? Alors le message effectivement il est toujours le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a énormément de déchets qui sont générés. Hello Waste, c'est une solution sur les déchets existants. Ensuite on sait que le problème il se règle à la source. Donc en fait à travers ces produits on veut effectivement faire passer un message, on encourage une démarche de résilience, de sobriété. On vient aussi montrer aux gens que on peut faire du beau avec ce qui existe déjà, sans faire bien sûr l'amalgame de regardez on peut faire plein de trucs, c'est super, c'est la solution. Non. Donc voilà, on fait quand même bien cette nuance, mais en attendant il y a des déchets qui ont besoin d'être traités. Mais sur le produit, alors en fait, on n'a pas fait d'études de marché, on est vraiment parti sur un premier produit. Et ensuite, il y a eu de la demande, donc on a continué dans la cosmétique. Mais voilà, pas d'études de marché. Et alors, on ne l'a pas dit, mais tu viens d'où pour monter un projet comme ça? Et un peu de nulle part, parce que j'ai un peu tout appris. Donc je suis de Saint-Brieuc et je suis partie étudier à Bordeaux dans le management culturel et le marché de l'art. Et en fait, je savais pas, j'ai un peu la bougeotte où je m'ennuyais pas mal et je voulais faire quelque chose, être active. Et j'ai découvert un soir un projet qui s'appelle Precious Plastic. Donc en fait, c'est un projet open source qui vient des Pays-Bas. Donc là, on est vraiment à l'opposé du brevet, on est vraiment à l'opposé de ça, c'est une autre vision. Et du coup, j'ai été aux Pays-Bas et en fait, ces lanceurs de concepts, en quelque sorte, ils montraient comment on pouvait créer des machines de recyclage inspirées de l'industriel, mais revues version low-tech, dans un premier temps, en fait, pour aider les pays en développement. Et je me suis dit qu'il y avait déjà pas mal de besoins, je pense, auprès des entreprises en France. Donc l'idée, c'était de vivre de ce concept-là et de découvrir un nouveau métier. Donc j'apprends, en fait, depuis presque 3 ans. Eh bravo Léa. Je crois que le mot que j'ai entendu le plus dans ta bouche, c'est créer. C'est aussi un mot que tu as fait tatouer sur ton poignet gauche. C'est vrai, bien vu. Oui, je pense que c'est important. Il ne faut pas arrêter de créer, que ce soit. Je pense qu'on a besoin d'avoir des idées, d'avoir des projets, et sans ça, on s'ennuie. Et j'ai pas envie de m'ennuyer. Et Hello Waste aussi, on crée à partir de la couleur parce qu'on a envie de mettre un petit peu de couleur dans la vie des gens. Donc voilà. Eh merci Léa. Merci également à vous deux, Diane et Louis, de m'avoir accompagné pour interroger nos lauréats.